Bienvenue, Sylvie Dubreuil au microphone. Vous est-il déjà arrivé de vous oublier au point de ne plus ressentir vos propres besoins? Avez-vous déjà ressenti de la peur de vous lancer dans un projet? Avez-vous déjà abandonné ce qui vous tenait à cœur parce que vous êtes tombé et que la chute était trop lourde? Ou avez-vous déjà renoncé à vos rêves parce qu'ils vous semblaient inatteignables? De quelle manière avez-vous vécu cette expérience? C'est ce que Maud Ankoua, auteure, coach et conférencière, a vécu jusqu'à ce qu'elle découvre son processus pour se reconnecter à soi, suivre son cœur, dépasser ses peurs, réaliser ses rêves et retrouver cet état de bonheur auquel nous aspirons tous et toutes. Maud avait un parcours tout tracé. Et comme dit si bien cette citation de John Lennon, la vie c'est ce qui arrive alors qu'on a prévu autre chose. Nous en discutons avec Maud Ankoua, qui est de passage à nouveau au Québec. Bonjour Maud. Bonjour Sylvie. Bienvenue à nouveau au Québec. Merci, je suis ravie d'être là, vraiment. Cette fois-ci avec le soleil, puisqu'il y a 7 mois, en février, on s'était rencontrés rapidement à la journée annuelle d'inspiration de Christine Michaud. Vous aviez donné une conférence. Mais écoutez, je suis très touchée à chaque fois. Ça me bouleverse autant que la résonance est en face, parce que quand on offre qui on est, on ne sait jamais comment ça va résonner. Mais je crois que voilà, le sujet est là. C'est de donner et puis laisser faire les choses. Alors, Kilomètre Zéro, le roman, plus de 100 000 exemplaires au moment où on effectue l'entrevue. C'est l'univers de Maëlle, réglé au quart de tour, principalement régi par un poste de directrice des finances du jeune entreprise aux ambitions internationales et par les quelques heures hebdomadaires passées sur un tapis roulant pour y brûler son stress permanent. Elle ne vit que dans l'action et le contrôle, n'a pas de temps pour les loisirs ou les relations sociales, et encore moins pour l'amour. Elle a déjà donné merci. Jusqu'au jour où Romane, sa grande amie, qu'elle n'a cependant pas vue depuis un certain temps, la contacte en exprimant un besoin urgent. Romane lui confie le drame qu'elle vit et une mission que Maëlle seule peut remplir pour lui sauver la vie. Laissée du poids de cet engagement, Maëlle s'envole à contre-cœur vers le Népal pour y faire l'ascension des Annapurna et récupérer ce qu'elle est venue chercher. Mais rien ne se passe comme elle l'avait prévu. À travers des expériences étonnantes et des rencontres riches de sens, elle va pas à pas changer son regard et son attitude sur la vie, choisir de laisser faire l'univers et s'ouvrir à un phénomène unique, l'émerveillement du moment présent. Alors c'est sûr que ma première question sonne comme une évidence. Est-ce qu'il y a un parallèle entre Maud et Maëlle? Ah oui, ça reste un roman, mais 95% du livre est vrai. Mes amis me disent que je suis l'addition des personnages. Et je crois que c'est très vrai. Kilomètre Zéro, après naissance, après des années de voyages, de rencontres, de lectures, d'expériences. Et c'est ce que j'avais à cœur d'offrir aux gens. Donc oui, à cette question, je ne peux pas me cacher. Je crois que je suis à la fois Maëlle, mais je crois que je suis à la fois Chanty aussi, parce que de fait, c'est les réponses aux questions que j'ai pu me poser et puis à l'apprentissage que j'ai pu en faire de la vie. Alors Maëlle est l'héroïne du roman, donc Kilomètre Zéro, publié aux éditions donc Édito pour la version québécoise. Oui. Pour la version française, c'est chez Erol. Éditions chez Erol. Vous l'avez mentionné, Chanty, donc c'est le guide qui va amener Maëlle dans cette aventure. Oui. Quel élément déclencheur qui a donné l'écriture de ce livre? Alors je venais depuis quelques mois de vendre une société qui a été une extraordinaire expérience, mais aussi une expérience dans laquelle j'avais beaucoup donné. Et j'étais à 2 doigts d'un burn-out quand je suis partie au Népal pour de vrai. Donc pour répondre déjà à la première question, je suis réellement partie là-bas. Et l'élément déclencheur, c'est que j'avais envie d'offrir à mes amis, et l'expérience commençait comme ça, de simplement offrir à mes amis le peu que j'avais compris de toutes ces années, comment je faisais pour réussir, quelle était ma philosophie de vie. Et j'avais envie de partager ça à travers un écrit. Et l'aventure commençait par simplement, j'allais chez Copytop, c'est un magasin de photocopies, et je voulais offrir une centaine de copies aux gens. Alors j'ai pas 100 amis, mais aux gens qui m'entouraient, aux gens qui m'avaient attendu pendant toutes ces années d'investissement professionnel. Et j'avais juste envie de leur offrir. Et puis finalement, j'ai été voir un imprimeur, et puis je voulais en faire un vrai bouquin. Et ces 100 copies, voilà, je les ai offerts et ils l'ont porté bien au-delà de moi. Donc l'élément déclencheur, c'était vraiment
qu'une phrase, un mot puisse faire du bien à une personne de mon entourage. J'imaginais pas du tout qu'elle allait se retrouver dans les mains d'autant de personnes. Et je crois que ça a été le vrai cadeau pour moi aussi, c'est que je ne sais pas si j'aurais pu me dévoiler comme ça, si je savais à quel point ça pouvait voyager à travers de la planète. Donc, ouais, le cadeau, ça a été finalement que c'était porté et cette mise à nu qui a fait que la résonance est telle que je me suis offert, grâce aux lecteurs, ou en tout cas les lecteurs m'ont offert la possibilité de pouvoir être complètement moi-même, complètement authentique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, sans vouloir dévoiler, je vais vous donner un scoop. Le deuxième va être vraiment tourné vers les lecteurs. Mon deuxième roman, je voulais vraiment qu'il soit pour eux, et je l'ai écrit vraiment pour eux. Si le premier je l'ai écrit pour mes amis, le deuxième je voulais mettre à nu de la même façon, dans la même résonance, mais vraiment pour ces 100 000 personnes qui portent le livre aujourd'hui. Ça me dépasse complètement. C'est tout un apprentissage finalement, parce qu'il y a un apprentissage de Maëlle en fait à la découverte d'elle, à la découverte de l'autre également aussi. Mais j'imagine pour vous en tant qu'auteur également, c'est un apprentissage avant, pendant et après l'écriture. Ah mais complètement. Et même bien, oui voilà, bien après aussi. C'est-à-dire que encore une fois, c'est 25 ans de recherche, d'observation de l'humanité, de rencontres à travers des peuples différents, des cultures différentes, des éducations différentes. Et il y a eu tout un apprentissage avant pour se chercher soi-même aussi, parce que cette quête, c'était aussi d'enlever les couches superficielles qui m'étouffaient. Pendant l'écriture, ça a été une sorte de structuration finalement de tout ce que j'avais appris, rencontré, connu. Et puis après, c'est tout cet apprentissage avec les lecteurs. Je voyage beaucoup avec les lecteurs, je les emmène à droite à gauche, autour de kilomètre zéro. Et à travers ces rencontres, je suis à Montréal aujourd'hui, mais j'ai parcouru un certain nombre de pays grâce à kilomètre zéro. Et à chaque fois, c'est des rencontres avec les lecteurs qui eux-mêmes amènent leur expérience. Et c'est assez extraordinaire de voir que beaucoup de gens me disaient « Ah mais le développement personnel, c'est pas mon truc ». Et en fait, le développement personnel, c'est quoi ? C'est simplement amener son expérience. On fait tous du développement personnel chaque seconde dans notre vie. C'est la lumière qu'on y met dans ce qu'on vit. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est de voir à quel point, quand chacun amène son expérience, parce que vous mieux que personne connaissez votre vie, vous mieux que personne pouvez amener votre pierre à l'édifice, comme moi je connais ce que j'ai vécu. Et quand on met tout en commun, on grandit ensemble. Donc oui, c'est une quête permanente, c'est une quête de chaque seconde et un apprentissage, j'espère, jusqu'à la fin de mes jours. C'est également aussi des découvertes par rapport à l'analyse transactionnelle, les neurosciences. Et puis justement, par rapport à un des passages en tout cas qui m'a beaucoup marqué, que je vais lire avec le vent, puisque nous sommes en fait à Montréal, au bord du fleuve Saint-Laurent, on entend les mouettes d'ailleurs. La meilleure façon de le trouver est d'être en alerte à tout ce qui arrive, mais quelle qu'en soit la finalité, l'objectif est de prendre du plaisir à chaque seconde. Ainsi, le voyage sera une réussite. Le bonheur ne réside pas au kilomètre final, qui n'existera jamais, mais au kilomètre zéro, qui commence à chaque instant. Le bonheur, j'en fais un choix finalement ? Oui, je crois que le bonheur, c'est une philosophie de vie. Et c'est très courageux. Sincèrement, je trouve ça très courageux. Pourquoi ? Parce que c'est une attention à chaque seconde. Nos réflexes automatiques nous amènent toujours à nous projeter dans le futur, à nous projeter dans le passé et vivre chaque seconde, vivre chaque instant. Là, je suis là avec vous. Si je me projette, ah oui, alors attendez, ce soir, il faut ceci. Mais je suis plus avec vous et je peux plus parler du plus profond de mon cœur, en étant le plus dépouillé possible. Et c'est vrai dans la vie. Dans la vie, on est toujours en train de se projeter dans le passé ou dans le futur. Or, le passé n'existera plus et n'existera plus jamais. Et le futur n'existera jamais. Le seul moment qui existe, c'est le présent. Et notre quotidien, c'est quoi pour connecter cet instant de joie d'ailleurs, c'est uniquement dans l'instant présent. Vous ne pouvez pas connecter la joie. Donc le bonheur, c'est un état durable. C'est pas une émotion, c'est un état durable. Et pour être dans le bonheur, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans la joie, mais ça veut dire que de façon générale, on arrive à connecter ces moments-là. Donc oui, le kilomètre final n'existe pas. Quand on arrivera à la fin d'un voyage, on sera à l'instant présent. Et on continuera déjà un autre voyage. On sera déjà en chemin sur autre chose. Je crois que c'est une illusion de l'ego que de croire que plus tard, il se passera quelque chose. Non, c'est maintenant que ça se passe.
Justement, créer des changements aussi importants que fait Maëlle, que vous avez fait également aussi, exige quand même une grande détermination à choisir dans tout ce que l'on fait le chemin de l'amour qui est le contraire de la peur. Alors c'est vrai que pour moi c'est un peu particulier parce que les changements sont une évidence. J'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. Je ne sais pas me dire, tant que je suis heureuse dans un métier, je suis à fond dans un métier. Mais je suis très mauvaise pour travailler quand ça ne me plaît plus. Donc c'était une évidence pour moi que j'avais fait le tour d'un domaine qui m'excitait au plus haut point pendant des années et qui à un moment n'a plus du tout excité. J'avais envie d'autre chose et puis je m'étais aussi éloignée beaucoup de mes valeurs parce que dans un tourbillon, il y a des gens qui font des burn-out parce qu'il y a trop de stress, etc. Je dis pas qu'il n'y en avait pas, mais moi j'ai été à 2 doigts d'un burn-out par la passion. C'est-à-dire que j'étais tellement dans ce tourbillon de passion avec un secteur des nouvelles technologies qui va très très vite, avec la chance d'avoir une réussite financière derrière parce qu'on a vendu à une grosse maison qui est Dassault. Tout ça a fait qu'à un moment, oui, j'étais perdue au final avec toute cette excitation comme une drogue. Et puis je me suis pas rendu compte que j'étais à 2 doigts de basculer vers le tragique. Et j'ai basculé vers le tragique. J'ai perdu un associé qui est mort d'une crise cardiaque. Moi, j'ai fait une crise cardiaque très peu de temps après. Malgré cette réussite, malgré tout ce qu'on peut se dire, là, à un moment, j'étais plus du tout en phase avec moi. Plus du tout en phase avec mes valeurs. J'avais plus le temps pour mes amis. J'avais plus le temps pour ma famille. Et je ne me rendais pas compte à quel point, alors que tout le monde le voyait, moi, je le voyais pas. Donc oui, il a fallu dire stop à un moment. Et ce stop a été... orchestré par une réussite avant, mais aussi le besoin, parce qu'on peut toujours aller plus haut. C'est ça, la perversion du système, c'est aussi ça, c'est qu'on en veut toujours plus. Et puis là, je me suis dit non, c'est plus du tout en phase avec moi. Donc quand je suis partie au Népal, c'était vraiment pour apprendre une chose, c'est d'arrêter d'avoir des coups d'avance, là où on formate les cerveaux par les écoles, et ça m'a beaucoup aidé, mais j'avais juste besoin d'apprendre justement à vivre dans l'instant présent. À vivre, à arrêter de me projeter vers le futur, mais juste être là, dans cet instant-là, ce que je ne savais absolument pas faire. Ce qui est encore aujourd'hui très difficile, mais j'y mets toute mon attention. Qu'est-ce que vivre dans l'instant présent ? Vivre dans l'instant présent, c'est observer tout ce qui est en train de se jouer pour nous, là, maintenant. C'est-à-dire que si je prends cet instant-là, parce que l'instant présent, les maîtres bouddhistes appellent ça le zen. On a changé ça avec zen attitude, avec on s'est approprié ce mot. Et en fait, l'instant zen, c'est quoi ? C'est déjà c'est passé. C'est une seconde et déjà c'est passé. Donc vivre à l'instant présent, c'est ressentir, même temps qu'on est là ensemble, que dans mon corps, il y a de la joie qui se dégage, parce que c'est un cadeau de pouvoir parler des choses que j'aime, c'est d'observer ce bateau qui est en train de passer, la mouette qui est en train de nous donner son chant, etc., etc. C'est être là, c'est être présent. L'instant présent, c'est être présent de sa toute présence. Donc je vais lire un passage en fait que Maya dit à Maëlle. Je voudrais te dire une dernière chose avant ton rendez-vous avec Chanty. Chaque instant que tu perds à être malheureuse ne te sera jamais rendu. Tu sais où commence ta vie, mais pas quand elle s'arrête. Une seconde vécue est un cadeau que nous ne devons pas gâcher. Le bonheur se vit maintenant. Si tu penses qu'être ici est une obligation, tu vas vivre des moments difficiles ces prochaines heures, car la montagne est un miroir géant. Elle est le reflet de ton âme. En quoi la montagne est un miroir ? Alors, la montagne nous ramène à notre humanité et à notre humilité. Pourquoi ? Parce que là, c'est l'Himalaya, mais vous allez n'importe où, en montagne et pas forcément très haut. La montagne vous renvoie à qui vous êtes. Dans cette solitude, si vous vous sentez mal en vous, vous allez vous sentir mal en montagne. Si vous vous sentez dans la joie, vous allez ressentir cette joie. Il y a comme un reflet. La montagne, c'est vraiment le reflet de tout ce qui se passe. Vous avez un lever de soleil, hop, ça reflète ça. Et vous pouvez mal le prendre si vous avez froid. Ou à l'inverse, c'est un peu le parcours de Maëlle qui va faire des rencontres et parfois elle connecte sa colère, elle connecte des émotions qui sont pas forcément faciles. Et alors là, la montagne amplifie ça parce que c'est le miroir. Et pourtant, quelques minutes après, elle peut se sentir dans une joie profonde. Et là encore, la montagne amplifie ça. Donc oui, c'est un reflet. Dès qu'on est dans sa solitude, dès qu'on est dans... Mais même, partez en mer, j'allais dire le reflet, le même. C'est-à-dire que dès qu'on se connecte avec soi, dès qu'on se connecte avec qui l'on est, alors la nature a cette capacité de nous amplifier cet état
Et donc cet état de bonheur, ou cet état d'émotion comme la joie, comme la tristesse, comme la colère, toutes ces émotions qu'on peut ressentir, on en ressent 1000 par jour, je trouve ça assez extraordinaire. Qui êtes-vous, Maud Ancois ? Puis ça, c'est une très belle question parce que il faudrait des années pour y répondre. Moi-même, je suis en quête de cette recherche. C'est très difficile d'y répondre parce que souvent, quand on se décrit à travers qui l'on est, on se décrit à travers un métier, à travers des qualités, des défauts. Une des meilleures réponses que j'ai entendues, et qui en tout cas a beaucoup résonné pour moi, c'est un maître bouddhiste que j'ai rencontré à Katmandou qui disait simplement « je suis ». Et dans « je suis », il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a toutes les possibilités, il y a tout ce qui est en devenir, mais il y a tout ce qui est aussi dire « je suis », c'est retourner à l'être, à l'essence profonde. Vous avez lu ce livre et donc vous savez à quel point je crois en l'unicité. Ça a été des années de recherche à travers des laboratoires, à travers des calculs aussi sur l'unicité. Et c'est le travail de toute ma vie que de comprendre qu'on n'est qu'un. Donc je suis quoi ? Je pourrais vous décrire comme un amas de cellules, je pourrais vous décrire comme 1000 métiers, je pourrais me décrire comme une Française qui habite à Paris, qui est passionnée. Voilà, je peux dire plein de choses, mais vous ne sauriez pas qui je suis. Parce que qui je suis, je crois, c'est la connexion profonde avec l'état divin, non pas de moi, mais de l'ensemble des gens, de l'ensemble de ce qui nous entoure, c'est être dans cette unicité. Ça, je le crois. En tout cas, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui est important pour vous, Maud, aujourd'hui ? Ce qui est important pour moi, c'est de transmettre justement qui je suis, de faire l'expérience de qui je suis et de le faire à travers ces rencontres avec les gens, parce que j'approche les 50 ans, donc à 50 ans, j'ai le sentiment que, en tout cas, je courais pas après ça avant, mais j'ai le sentiment que, et on n'avait déjà pas le temps à 20 ans, mais moi je l'ai encore moins à 50, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça s'arrête. Pour avoir fait l'expérience d'être tombée et puis de m'arrêter de vivre 2 ou 3 fois dans ma vie quand même. Donc je sais qu'à n'importe quel moment ça peut s'arrêter. Donc il y a une urgence pour moi à vivre et de partager. Parce que je ne crois pas au bonheur sans le partage. Je ne crois pas au bonheur sans donner qui on est. Moi j'ai trouvé cette voie qui est que d'apprendre, grandir et offrir qui l'on est. Alors il n'y a pas plus grand bonheur. Donc je cours après ça. Quand je me lève le matin, je veux que chaque seconde soit utilisée à ça. Alors ce qui est paradoxal, parce que vous avez dit un peu plus tôt, en fait, important de vivre le moment présent. Mmh. Et là, vous nous dites, vous courez après, Je cours, c'est le drame de ma vie de courir. Je cours après, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la seule chose qui compte pour moi aujourd'hui, c'est ça. C'est pas courir après un objectif, mais plutôt mettre de l'attention. Et c'est ça l'instant présent, mettre de l'attention. Dès que je me décentre de ça, alors je sais que je suis au mauvais endroit. Maintenant, je sais que le bon endroit pour moi, c'est simplement de vivre cet instant présent et de pouvoir l'offrir. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si on est ensemble aujourd'hui, là, dans cette seconde-là, encore une fois, je veux pouvoir vous offrir tout ce que je suis entièrement. Et non pas en train de me dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire demain, machin, il faut que je sois là, etc. Non, c'est d'être là avec vous, entièrement disponible. Entièrement disponible pour les questions que vous me posez, entièrement disponible pour l'authenticité. Être là, vraiment là. J'ai eu le bonheur d'interviewer Florent Volant, qui est un auteur, compositeur, interprète, Innu, donc du Québec. Oui. Et Innu veut dire être humain. Qu'est-ce qu'un être humain pour vous ? C'est avant tout ce paradoxe extraordinaire que de se savoir illimité et de se ramener à notre humanité. Quand on est dans cette humanité, souvent les gens en conférence me disent « mais vraiment, votre parcours, etc. » Non, en fait, je crois que le sujet, c'est de se ramener à notre humanité. On n'est ni au-dessus, ni en dessous. Jamais, 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 jamais. On est juste au même niveau. Et être humain, c'est ouvrir son cœur, se rendre compte à quel point on a toutes les capacités possibles pour faire exactement ce qu'on a envie de réaliser. Ça demande effectivement d'accepter de tomber, ça demande un certain nombre de choses. Mais on a tous cette possibilité-là. Et à la fois se ramener à notre humanité, c'est-à-dire voilà, de cœur à cœur, ni au-dessus ni en dessous, d'être de cœur à cœur. Et quand on est de cœur à cœur, alors on connecte cette unicité. Et là, alors évidemment, à nous tous, vous imaginez bien que même si on n'est qu'un, à nous tous,
C'est extraordinaire ce qui est possible de faire. Et c'est d'ailleurs, je l'ai prouvé à travers différentes expériences de ma vie. Aujourd'hui, écrire kilomètre zéro alors qu'il y avait aucune chance de soi-disant trouver un éditeur, aucune chance, 99% des livres ne dépasseront pas 1000 exemplaires. En 1 an et demi, on est à plus de 100 000 en France. Ça me dépasse complètement. Et c'est ça la démonstration. C'est que quand on est aligné avec ce qu'on fait, on n'est pas plus fort que les autres. On est ensemble pour réaliser ce qu'on a à réaliser ensemble. Peut-on dire que vous vivez complètement de votre passion puisque vous exercez donc les professions de coach, conférencière et auteur dans lesquelles vous exprimez le bonheur qui, je le rappelle, est un choix que nous faisons et que vous faites aujourd'hui, Maud. Aujourd'hui, oui, je peux dire que, encore une fois, l'état de bonheur, c'est pas être tout le temps, tout en haut et dans la joie 24/24. Non, mais oui, quand je me lève le matin, j'ai le cœur en joie que de me dire je transmets et j'apprends, parce que c'est ça aussi, c'est dans ce flux de donner-recevoir, j'apprends et je transmets qui je suis et je parle de choses qui me passionnent. Donc forcément, c'est plus simple pour connecter la joie. Je crois que la réussite, déjà, c'est d'accepter de tomber. Et réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Parce que bien souvent, et on l'apprend d'ailleurs, j'écoutais une étude qui explique qu'on tombe en moyenne 2000 fois pour apprendre à marcher. 2000 fois. Et aujourd'hui, on le voit bien. Quand on se lance dans un projet, on tombe 1 fois, on tombe 2 fois. Pour les plus courageux, on tombe 3 fois. Et après, c'est l'échec, on met tout de suite une étiquette. Mais si, quand on était petit, nos parents ne nous avaient pas encouragés, si on n'avait pas l'intime conviction qu'on allait réussir à marcher, alors on ne serait jamais tombé 2000 fois de tout son poids. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur que d'apprendre à marcher? On tombe 2000 fois de tout son poids, de tout son haut. Réussir dans un projet, c'est d'accepter de se relever une fois de plus que d'être tombé. Et quand on comprend ça, alors tout est possible. Et moi maintenant, ma barre c'est 2000 fois. Maintenant que je sais qu'il faut apprendre à tomber 2000 fois, je suis pas plus douée que les autres, donc c'est 2000 fois. Et j'étais interviewée récemment et on a une grande enseigne en France qui s'appelle la Fnac. Et quand parce que j'ai sorti d'abord une version auto-éditée, j'ai eu 33 refus à la Fnac avant d'être acceptée pour la version auto-éditée parce qu'il faut un éditeur pour rentrer à la Fnac. Et je suis passée 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 33 fois. Et à la 33e fois, le directeur général m'a dit « Bon, il se passe un truc avec votre livre, là, on va vous référencer. » C'est sans doute un des premiers livres auto-édités référencés à la Fnac, parce que c'est ça le sujet. Réussir, une des clés fondamentales, c'est d'accepter de tomber. Et ça, dans nos sociétés, on ne l'accepte pas. On met tout de suite un échec dès qu'on tombe. C'est pas vrai. Il y a plusieurs clés, il y en a de réussite, mais je crois qu'une des fondamentales, c'est celle-ci. Et une deuxième qui m'aide beaucoup, c'est de considérer qu'il y aura toujours de la peur des autres, toujours des gens pour vous dire que c'est pas le bon chemin. Le vrai sujet, c'est d'apprendre à se reconnecter à soi, pour écouter ce qui a du sens pour nous, parce que vous êtes seul au monde à savoir ce qui est bien pour vous. Et mon chemin de réussite, entre guillemets, c'est pas le même que le vôtre, parce que votre chemin est unique, et le mien aussi. Donc, essayer de copier un tel qui a réussi, ça marche pas. Le vrai sujet, c'est d'aller comprendre ce qui nous fait vibrer au plus haut point, et le simple fait de l'offrir, le simple fait de donner tout ce qu'on est pour y accéder, et pour l'offrir aux autres. Maud, si vous croisiez la petite fille de 10 ans que vous étiez, que lui diriez-vous aujourd'hui? Ne lâche rien. Ne lâche rien. J'étais une enfant très déterminée, avec une grande joie de vivre, c'est vrai. Je pense que j'ai eu ce capital génétique. Et en même temps, j'ai vécu des choses extrêmement difficiles tout au long de ma vie. Douloureux, voilà, des obstacles qui ont entravé ma route. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais merci et bravo et continue. Et continue parce que... mais comme à bientôt 50 ans aujourd'hui, c'est-à-dire que à aucun moment quand je tombe ou quand je réussis pas quelque chose tout de suite, je me dis c'est pas grave, t'as essayé, continue encore. Je suis dépitée quand j'entends des gens qui se flagellent, ah mais je suis nulle et je suis incapable, etc. Non, je leur dis mais surtout, ne le dites pas, ne le pensez même pas, c'est-à-dire que tout est possible à partir du moment où justement on est son meilleur ami. Donc oui, je lui dirais merci d'avoir cru en toi et puis continue quoi, accroche-toi, continue et puis le grand merci, j'ai envie de le dire aussi aux autres, d'être là avec moi, de porter cette aventure, de partager cette authenticité, de m'accepter tel que je suis avec toutes mes qualités et aussi tous mes défauts.
Maude, merci infiniment et Merci bon à vous. séjour au Québec. Merci infiniment à vous pour ce partage et cette initiative. Je suis très touchée. Retrouvez toute l'actualité de Maude Ancoua sur ses réseaux sociaux et sur son site web maudeancoua.com. C'était Sylvie Dubreuil au microphone. À bientôt.